je vais vous présenter en grande partie, c'était un travail que j'ai fait pendant mon stage de fin d'études l'année dernière d'école d'ingénieur et que j'ai un peu continué une fois que j'ai été embauché en CDD, toujours dans la même équipe dans le BPHC. Donc oui, je vais parler des données du SAMU comme moyen de surveillance de la population et de surveillance en santé. Ça fait un peu moins peur que surveillance de population. Oui. Donc déjà un petit peu de contexte. Je vais parler de la surveillance syndromique. Je vais d'abord vous parler de surveillance syndromique et je vais vous présenter les appels au SAMU. Donc la surveillance syndromique, c'est le suivi en temps réel de différents critères de santé en population. C'est un outil qui permet l'adaptation des moyens de prévention et d'accès à la santé. Je pense qu'on est tous on connaît tous ce genre de moyens maintenant avec le Covid, puisque tout ce qui est test, tous les suivis statistiques qu'il y a, en fait, ça rentre dans ce domaine. Et pour les dossiers de régulation médicale, pour les données du SAMU, je vais vous parler des dossiers de régulation médicale, les appels au 15 SAMU 33, c'est-à-dire que mon travail se repose seulement sur les données de la Gironde du SAMU, et ça fait environ 350 000 appels par an depuis 2005. Ces données-là, en fait, elles ont fait envisager à l'équipe de les utiliser pour la surveillance syndromique de la population girondine et pour faire une analyse géographique, puisqu'on a des données un peu plus fines que juste la Gironde en général, on a les communes, vous allez voir ça. Et c'est donc ça qui a motivé l'utilisation de ces données. Dans l'objectif d'exploiter les rapports d'appel au 15 pour l'application à la surveillance de l'épidémie de Covid, par exemple. C'est ce que j'ai fait surtout pendant mon stage. Et je vais aussi vous présenter d'autres applications, notamment dans l'analyse des inégalités territoriales de santé. Donc, dans cette présentation, dans l'ordre, je vais vous présenter les outils utilisés et que j'ai développés pour analyser ces données de surveillance syndromique. Je vais vous montrer une application au cas du Covid et après des applications sur des thèmes un peu plus classiques comme le relevé de pression artérielle dans la population dans la Gironde et sur les délais d'arrivée des secours. Donc, je vais vous présenter la méthode. Tout d'abord, je vais vous présenter les données qu'il y a en brut dans les données SAMU. Donc, depuis 2005, ça fait environ 4 millions de dossiers exploitables après nettoyage. Ces dossiers, ils comportent notamment, d'assez important, des données temporelles avec les dates et heures des appels au 15, ainsi que des données temporelles sur l'intervention des secours, leur arrivée sur les lieux, ce genre de choses. Ensuite, quelque chose qui est assez important, c'est pour le contexte, quand on appelle le 15, en gros, il y a il y a un praticien hospitalier qui prend l'appel et qui va noter quelque part tous les points importants pendant les appels. Ils vont faire ça pour les appels du patient, mais ensuite, quand le dossier s'ouvre, ils vont continuer à faire ça si les pompiers, par exemple, appellent pour donner des informations supplémentaires parce qu'ils sont sur les lieux et qu'ils veulent faire remonter des données, ils appellent. Et tout ça, c'est pris en compte dans un texte qui est tapé, du coup, par le praticien. Et ensuite, une donnée importante, c'est les codes INSEE de l'endroit où se situe le patient qui appelle. Ces données-là, c'était brut, mais je les ai un peu... il a fallu extraire d'autres informations pour pouvoir sortir des analyses. Donc, tout d'abord, au niveau des rapports des appels qui sont en texte libre, on a utilisé des méthodes de NLP pour extraire différentes informations, comme les symptômes, j'ai dit symptômes, mais on peut prendre ça comme motif d'appel, puisqu'il pourrait y avoir les accidents, par exemple, de la route, ou c'est une classification du dossier. Et ensuite, aussi pour extraire de ces dossiers les pressions artérielles qui sont relevées par les secours qui arrivent sur les lieux. Ensuite, une autre donnée qu'il a fallu un peu modifier, c'est pas très compliqué pour le coup, c'était les données temporelles sur les secours. Et juste
prendre les données des départs et d'arriver sur les lieux et d'en créer un délai. Voilà, je vais parler un peu plus en détail de ce que j'ai fait au niveau du NLP. Donc pour la classification des symptômes ou des motifs d'appel, pour les symptômes type fièvre, tout, c'est quelque chose d'assez simple. Donc pour ça, c'est juste des regex avec ce qu'il faut en règle pour éviter de prendre la négation, ce genre de choses, quoi. Et pour des classes un peu de raisons d'appel type symptômes grippaux, état grippal ou gastro ou violence ou traumatisme, c'est un peu plus global. Et donc j'ai utilisé, on a utilisé des réseaux de type Transformers, GPT, BERT par exemple pour la classification. Et voilà, et c'est comme ça, c'est en utilisant ce type de réseau qu'on a extrait ces autres classes. Et pour les pressions artérielles, là encore une fois, c'est vraiment très simple. À chaque fois, c'est écrit de la même manière dans le dossier, donc des regex tout simples avec quelques règles, ça suffit largement à avoir les bonnes données. Voilà, donc ensuite, je vous ai parlé des codes INSEE qui sont assez importants parce que mon analyse, l'objectif de mon stage était quand même porté sur une analyse géographique de ces données syndromiques. Et donc pour mener cette analyse géographique, j'ai utilisé, pour faire des visualisations et surtout pour faire des visualisations et des dashboards, j'ai utilisé AirShiny et AirLeaflet. AirShiny, c'est pour faire des dashboards sous R, c'est assez répandu. Son némésis sous Python, c'est Dash. Et AirLeaflet, pour tout ce qui est cartographie, c'est une librairie qui s'intègre très bien dans AirShiny, qui permet donc d'avoir des cartes réactives par rapport au choix de visualisation. Donc, un premier dashboard que j'ai pu faire, le dashboard que j'ai pu faire surtout pendant mon stage, c'était le premier et le plus important, c'était pour l'analyse du Covid. Et donc c'était un dashboard avec la carte qui affichait les communes qui se coloriaient selon l'importance de certaines mesures qui dépendaient notamment de la date de sélection ainsi que des symptômes qu'on voulait choisir dans les appels et la tranche d'âge des patients. Mais j'ai aussi voulu faire une analyse un peu plus statistique, essayer d'avoir une donnée quantitative sur une analyse géographique. Donc pour ça, j'ai utilisé un indice de corrélation spatiale globale. Ça s'appelle l'indice de Morand global. Vous avez la formule dans l'encadré en rouge, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ça ressemble à la formule d'une corrélation, mais avec un poids WIJ qui dépend de la distance entre les zones, entre les individus. Et donc, plus le poids va être égal à 1 va être proche de 1 pour des régions très proches et proche de 0 pour des régions assez éloignées. À droite, vous avez, c'est un dataset d'exemple pour montrer à quoi ça ressemble l'indice de Morand, un indice de moins égal à 0, à moins 1 et à 1. Vous voyez, tout en bas à droite, c'est dans le cas où on a une très très forte corrélation spatiale, une très forte autocorrélation spatiale partout. Et vous voyez que les régions qui sont proches vont avoir des valeurs proches, vont avoir une probabilité d'avoir une valeur proche plus élevée que si c'était que la moyenne. Et quand c'est nul, c'est du bruit, et c'est assez compliqué quand l'autocorrélation est négative. Mais en gros, on peut interpréter ça comme quand l'autocorrélation est négative, la probabilité que dans une région juste à côté, on ait une donnée plus éloignée et plus élevée que d'avoir une donnée plus proche de celle qu'on a. Pour les matrices de poids, j'ai oublié de préciser, le calcul, ça dépend de certaines distances, et d'une formule, on peut changer certains paramètres dessus. Et les distances, je les ai obtenues, j'ai obtenu des distances en temps de trajet et en kilomètres en vol d'oiseau par l'API d'OpenStreetMap Routing. Donc je vais vous présenter les résultats de cette étude. Donc le dashboard que j'avais fait pour le Covid, on voit par exemple là, avec un choix de visualisation, tout en haut à droite, vous avez un grand panneau avec un choix d'âge et des choix sur quel type d'appel on veut sélectionner. Et dans le panneau de gauche, c'est tout ce qui va être autour des données temporelles. Là, on est au milieu de la vague de mars 2020, où c'est appelé partout
ça pesait partout parce que tout le monde était paniqué. C'est pour ça que vous voyez, on voit une time série là avec un énorme pic en mars. C'est le pic des appels pour raison d'état grippal. Enfin, le pic d'appels qui comportait des raisons d'état grippal. Et on voit qui est drastiquement plus élevé que tous les petits pics qui sont les autres vagues de grippe des autres années. J'ai fait ce choix de visualisation, mais j'en ai fait d'autres. Là, c'est pas le nombre d'appels qui est visualisé, c'est une sorte de taux d'incidence, puisqu'en gros, c'est le nombre d'appels standardisé par l'estimation de la population sur la commune. L'estimation, comment elle est faite, c'est tout simplement, vu qu'il y a une grosse corrélation entre le nombre d'appels et le nombre d'habitants, j'ai préféré faire prendre le nombre d'appels que le nombre d'habitants, puisque ça permet, par exemple, l'été, pour tout ce qui est la zone côtière, d'avoir une standardisation qui est plus proche du réel nombre d'habitants qu'il y a sur la zone. Et un dernier choix de visualisation que j'ai fait, c'était d'essayer d'avoir un ratio de nombre d'appels entre deux symptômes. Là, je l'ai codé en brut, c'est pas l'utilisateur qui peut le changer directement. C'est le cas fièvre, dyspnée, parce que c'est quelque chose qui se distingue un peu de la grippe, c'est que pour un même nombre de fièvres, il y a quand même plus de dyspnée avec le Covid. Dyspnée, c'est les difficultés respiratoires. Au niveau de l'analyse de corrélation spatiale, j'ai appliqué ça à toutes ces mesures que j'ai fait, toutes les mesures qu'on pouvait visualiser dans les dashboards, et avec différentes manières, différents paramètres pour les poids, puisqu'on peut changer un peu on peut faire l'inverse de la distance pour les poids, mais on peut faire d'autres formules. Et j'ai jamais trouvé de différence avec le Covid. L'idée, c'était d'essayer de trouver peut-être un indicateur qui allait montrer une différence de répartition spatiale ou quelque chose différent des épidémies de grippe, par exemple. Mais j'ai rien trouvé. C'était toujours à peu près négatif, vers 0,3, donc c'était jamais une autocorrélation spatiale très négative, mais c'était jamais positif, par exemple, si vous voulez savoir. Voilà. Je vais quand même faire une remarque sur cette analyse du Covid, c'est que pour analyser le Covid, je n'ai pas analysé les appels de gens qui étaient malades du Covid. Il faut bien préciser que c'est des appels par rapport à des symptômes évocateurs du Covid, comme l'état grippal, la fièvre, la toux, ce genre de choses. Et analyser le signal Covid par rapport en utilisant le signal, les signaux qu'on a du SAMU d'état grippal, ça n'a pas une super sensibilité et spécificité. Il y a beaucoup dans les données brutes, dans les données des appels, c'est quand même très bruité par d'autres pathologies qui partagent les mêmes symptômes. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi avoir juste un rhume, ça se trouve, et qui vont appeler en croyant. C'est pour ça, je pense, ça explique l'énorme vague de mars. Et en même temps, il y a aussi des gens qui sont malades du Covid qui ne vont pas avoir de symptômes de grippe. Il faut quand même préciser ça. C'est une analyse qui permettait plus, on le savait dès le début, de trouver des pistes. En fait, c'est plus une méthode pour trouver des pistes qui peuvent après, si on voit quelque chose d'intéressant, aller plus loin de manière plus rigoureuse. Mais ça permet en fait de trouver vite quelque chose d'intéressant. Ensuite, là, je vous ai parlé tout à l'heure de pression artérielle et de temps, mais pour l'instant, je ne vous en ai pas vraiment parlé. C'est parce que ensuite, un peu plus après mon stage, j'ai essayé de faire la même chose, mais pour les délais d'arrivée des secours. Donc là, vous avez une carte du temps d'arrivée des secours selon les communes. Et j'espère que vous n'habitez pas dans les régions totalement isolées, puisque c'est plus c'est de l'ordre des 30 minutes par rapport aux 10 minutes. Mais ça permet de visualiser quand même quelque chose d'important qu'on a peut-être tous en tête, puisque c'est un peu évident que plus on habite loin des centres hospitaliers, plus on a du délai, mais ça permettait de voir quand même, de quantifier ces délais. Et ensuite, j'ai utilisé les relevés des tensions artérielles pour faire une carte, c'est celle de gauche. On a la carte des tensions artérielles relevées dans la Gironde. Depuis 2010, et à droite, c'est le revenu médian par unité de foyer en 2015. Et on s'est posé la question, puisque on a toujours l'intuition un peu que
que ça peut être lié, le niveau social et la tension artérielle, c'est quelque chose dans la littérature qui existe un peu, mais du coup ça permettait de le voir et c'est toujours assez impactant. Je vais finir par conclure, puisque le temps presse en plus, donc c'est bien. Ce projet, ça a permis de développer un outil qui est pas original, puisque faire de l'analyse géographique, c'est pas forcément original, mais dans le cadre du SAMU et des données du SAMU, c'est quelque chose de nouveau, et ça permet une nouvelle surveillance syndromique sur quelque chose qu'on faisait pas avant, et ça permet de donner l'intuition que ça peut être bien de continuer à utiliser ces données du SAMU pour l'analyse de certains signaux syndromiques et pour l'analyse de différents critères de santé, tout en gardant à l'esprit que selon la pathologie qu'on étudie, selon l'état de santé qu'on étudie, les signaux du SAMU peuvent être plus ou moins sensibles et plus ou moins révélateurs vraiment de ce qu'on veut analyser. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là. Merci. Oui, Antoine. Ah bah il y a une question. Oui, du coup moi j'avais une question par rapport vous pouvez sortir la vidéo. Ouais. Ah, pardon. J'ai une petite vidéo aussi où on peut voir l'évolution sur quatre périodes différentes du nombre d'appels pour la dyspnée, je crois que c'est. Et en haut à gauche, vous avez... la quoi? La dyspnée. Ah oui, dyspnée. Et en haut à gauche, c'est la période de Covid. Et les autres, c'est des grippes, c'est des périodes de grippe 2015, 2017, 2010. C'est quelque chose de mieux. En même temps, on peut regarder la question. Ok, la question alors, pardon. Oui, pardon. Donc c'était par rapport à la sensibilité de ces données, parce qu'on sait que souvent les données de santé, ça peut être sensible et puis ça peut être très personnel. Je voulais savoir si jamais les patients ils sont informés qu'elles sont collectées, et si oui, est-ce qu'ils peuvent s'y opposer à ce qu'elles soient réutilisées dans des cadres statistiques comme cela? Ça, je sais pas. Après, ça se fait dans le CHU, mais je pourrais pas répondre exactement à ce niveau-là. Je pense que ce sont des données anonymisées, puisqu'en fait on ne capte pas l'information. Je pense qu'il y a, oui, il y a peut-être un élément de réponse en fait juste devant là. Oui, c'est un sujet très important. Ces données, elles restent au CHU. C'est le personnel qui est habilité à les utiliser, à les traiter, qui les touche. Et c'est effectivement les sujets de la réutilisation secondaire pour la recherche des données de santé. Et tout ça, c'est encadré. Et donc, je ne sais pas précisément quel est le circuit pour s'y opposer, mais ça existe. Ouais, si vous suivez l'actualité, c'est le sujet du Health Data Hub, ce genre de sujet effectivement de sécurisation des données de santé. Mais là, je pense que c'est anonymisé, en fait. C'est savoir qui a un symptôme, comment, etc., à quelle heure. Enfin, c'est le nombre de données qu'ils ont dû collecter. Moi, j'ai une petite question, si je peux. Ouais. Je me donne le droit. Tu as parlé de suivi. Finalement, ça, c'est une analyse figée par une extraction, ou est-ce qu'il y a un aspect un peu régularité et mise à disposition de l'outil pour qu'il y ait du suivi, pas en temps réel, mais disons régulier? L'outil, pour ce qui est par exemple des dashboards, ils sont, une fois que les données sont extraites, on peut changer la date et on peut faire le suivi comme ça en fait. Il n'y a pas de code à modifier ou ce genre de choses. Bien sûr, mais il n'y a pas de pipeline qui a déjà été faite. Voilà. Ça pourrait être fait, mais c'est pas encore fait quoi. Voilà, c'était un peu le sens de ma question. Pour l'instant, c'est un proto fait sur une période déjà faite qui montre qu'il y a beaucoup d'informations. C'est une preuve de concept en fait, plus que tout un système qui est déjà mis en place actuellement. Ok. Et côté NLP, à part les expressions régulières, il y a une partie un peu machine learning sur la gauche. Ouais. Là. C'est du transfer learning, on utilise déjà. Transformers, c'est
Bah, c'est avec les BERT, ce genre de modèles qui sont déjà appris en fait. Est-ce qu'il y a une adaptation des réseaux aux données? Et dans ce cas, ma question c'est est-ce que le volume de données est suffisant pour adapter ça aux données du SAMU? Oui, tout à fait. J'ai même des résultats pour différents modèles. Donc, tout à droite, c'est en utilisant un TF-IDF, c'est la méthode un peu classique où on regarde la fréquence des mots. Et ensuite, à gauche, chez GPT-2, c'est un premier modèle qui avait été fait avant que j'arrive. Il y avait déjà la classification qui était faite. En gros, on prend le modèle et on le pré-entraîne, qui est déjà pré-entraîné. On le pré-entraîne sur les données du SAMU qu'on a. Et ensuite, on le fine-tune pour la classification sur les tâches de classification qu'on veut, puisqu'on a déjà certains labels et on fait ça. Et Distilbert, du coup, c'est un modèle qui est beaucoup plus petit. Et au final, on se rend compte qu'on peut obtenir... Je pense il a aussi des meilleures performances, pas forcément parce qu'il est meilleur en tant que modèle, mais parce que vu qu'il est plus petit, on peut faire plus d'essais et trouver des meilleurs hyperparamètres. Et voilà. Très bien, merci pour les précisions. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'assistance? Je vérifie. Pardon, il y a un commentaire. Donc je vais le lire. Dans le cadre du RGPD, voilà. Il existe un outil qui se met en place au CHU pour que les patients puissent s'opposer à la réutilisation de leurs données. Alors c'est quelqu'un qui dit qu'il existe un outil qui. Donc ça peut peut-être vouloir dire que sur un appel au SAMU, quelqu'un pourrait commencer par dire non, je ne veux pas que mes données soient ultérieurement traitées. À l'aide, mais je ne veux pas que mes données soient utilisées. Bon, après qu'on ait identifié le... En revenant sans doute aussi peut-être... Je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais peut-être en revenant vers... Postérieurement, oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.